Bonjour à tous. Écoutez, je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau webinaire organisé par le département formation de la Gazette des communes. Donc, comme on peut le voir sur la slide suivante, la Gazette des communes, c'est 20 ans d'expérience, plus de 300 programmes de formation, 1000 sessions programmées chaque année, et puis des agréments, l'agrément pour les élus locaux, Mon compte élu, et bien évidemment Calliope en qualité d'organisme de formation. Donc nous avons différentes rubriques, le management, les ressources humaines, le marketing, transition climatique, une nouvelle rubrique depuis quelques mois maintenant, et puis une rubrique gestion technique dans laquelle vous pourrez retrouver les formations autour de la gestion de l'eau et de l'assainissement que nous vous proposons. Donc sur la slide suivante, je vous en ai mis 3, je crois. Voilà, anticiper le transfert de compétences eau et assainissement, GEMAPI, bon état des eaux en 2027, et puis les nouvelles obligations issues de la loi 3DS en matière d'assainissement collectif. C'est un échantillon de ce que nous vous proposons autour du sujet qui va nous intéresser ce matin. Donc, nous sommes réunis pour évoquer les évolutions territoriales des compétences eau et ses impacts. Et pour cela, nous sommes en compagnie de maître Simon Ray du cabinet Adaltis, qui est un cabinet spécialisé en droit public et qui est basé à la fois à Lyon, mais aussi à Paris, à Bordeaux, à Marseille, à Rennes, mais aussi en Chine, avec des implantations à Pékin et à Shanghai. N'hésitez pas tout au long de l'intervention à poser à Maître Ray vos questions et je les lui relayerai en fin de webinaire. Donc, je vais donc lui laisser la parole. Bon webinaire à tous et à tout à l'heure pour les questions. Maître Ray, c'est à vous. Merci Laurence. Bonjour à tous. Tout d'abord, bienvenue dans ce webinaire où on va essayer d'aborder un maximum de questions relatives au transfert des compétences eau et assainissement qui interviendront au 1er janvier 2026 au plus tard pour les communautés de communes et qui soulèvent un certain nombre d'interrogations juridiques auxquelles on va essayer de répondre dans ce webinaire qui ne dure qu'une heure. Donc, je vais essayer de ne pas créer trop de frustration chez vous et essayer de répondre à l'ensemble de ces questionnements-là. Mais n'hésitez pas à poser vos questions auxquelles on essaiera de répondre par la suite. Le sommaire de notre webinaire de ce jour, tout d'abord, je vous propose de procéder à un rappel des différentes évolutions législatives, puisque ce transfert des compétences au assainissement, si vous avez un petit peu suivi, est tout sauf un long fleuve tranquille législatif, puisqu'on a eu une multitude d'évolutions qui sont intervenues depuis la loi NOTRe. Donc, je vous propose de revenir rapidement sur celle-ci. Rappeler également le contenu des compétences qui doivent être obligatoirement transférées, puis rentrer dans les incidences de ce transfert pour les communes qui adhèrent à des syndicats supracommunautaires, des communes qui adhèrent à des syndicats infracommunautaires, les communes qui n'adhèrent pas à des syndicats. Donc, quelles sont les incidences de ces transferts dans chacune de ces situations-là? Un focus sur la convention de délégation de compétences, qui est un nouvel outil qui a été introduit par le législateur pour apporter de la souplesse dans le cadre de ces transferts obligatoires. On verra qu'il n'y a pas forcément que de la souplesse. Un focus sur les modes de gestion envisageables et également sur la problématique du lissage tarifaire. Donc, sans plus tarder, commençons sur le premier volet, qui sont le rappel des différentes évolutions législatives, puisque, comme je l'ai évoqué, on a eu un certain nombre d'évolutions et plusieurs lois qui ont été adoptées, et on a certaines propositions de loi, peut-être projets de loi qui devraient intervenir en 2024, donc une actualité juridique législative brûlante qu'il convient de suivre précisément. Petit point de rappel, le transfert obligatoire des compétences au assainissement a été prévu par la loi NOTRe du 7 août 2015 qui imposait initialement le transfert obligatoire des compétences eau et assainissement au plus tard au 1er janvier 2020. Toutefois, la loi de 2018 est revenue sur ce calendrier de transfert obligatoire puisqu'il, pour les communautés de communes,
les communautés d'agglomération, elles, n'ont pas eu le choix, hein, elles ont dû transférer les compétences au 1er janvier 2020, mais pour les communautés de communes, le transfert obligatoire a pu être décalé au 1er janvier 2026, dès lors qu'avant le 1er janvier 2020, on avait pu matérialiser une minorité de blocage, c'est-à-dire que 25% des communes, qui représentent 20% de la population, aient délibéré contre le transfert obligatoire de cette compétence. Donc, dans cette situation-là, c'est le principal apport de la loi de 2018, le transfert a été décalé, mais c'est qu'un décalage dans le temps, hein, de ce transfert obligatoire au 1er janvier 2026 au plus tard. La loi 2018 a également introduit une nouvelle compétence, hein, facultative, qui est la gestion des eaux pluviales urbaines, puisque dans la loi NOTRe, la compétence gestion des eaux pluviales urbaines était intégrée à la compétence assainissement. On y reviendra. Depuis cette loi de 2018, la compétence gestion des eaux pluviales urbaines est clairement sortie de la compétence assainissement, obligatoirement transférée au 1er janvier 2026. De plus, la loi 2018 a permis de constituer une régie personnalisée unique qui peut être compétente en matière d'eau, d'assainissement et, le cas échéant, d'eau pluviale. Donc, seulement dans l'hypothèse d'une régie personnalisée, c'est-à-dire une personne morale distincte de la communauté de communes qui peut piloter, hein, ces trois compétences, bien évidemment, en faisant des budgets annexes spécifiques au assainissement dans ce cadre-là. Puis, on continue cette évolution et ce fleuve législatif qui est intervenu. On a eu la loi dite engagement et proximité, hein, du 27 décembre 2019, qui également est intervenue pour apporter de la souplesse. Il n'est jamais revenu, hein, sur ce transfert obligatoire des compétences au assainissement, mais a apporté différents éléments de souplesse face à la grogne des élus locaux, face à ce transfert obligatoire. Puisque cette loi a apporté, hein, un élément important, qui est la possibilité, on y reviendra, de maintenir des syndicats dits infracommunautaires, c'est-à-dire dont le périmètre est intégralement inclus dans le ressort territorial de la communauté de communes, compétent en matière d'eau et ou d'assainissement. Donc, possibilité de les maintenir dans le cadre de conventions de délégation de compétences. Je n'insiste pas, on reviendra sur ces différentes notions, mais c'est la loi engagement et proximité du 27 décembre 2019 qui a apporté cette possibilité. Et également, cette loi a permis, cet outil qui a été présenté par le législateur comme un outil magique, hein, non, je ne reviens pas sur ce transfert obligatoire des compétences au assainissement, mais rassurez-vous, j'ai cet outil qui est cette convention de délégation de compétences. Les communautés de communes pourront redéléguer aux communes, on le verra, tout ou partie, hein, des compétences eau et assainissement dans le cadre d'une convention. Cela permet de la souplesse, mais vous le verrez, ça induit un changement de paradigme et une certaine complexité, puisque c'est la communauté de communes, hein, qui sera responsable de la fixation du tarif, qui également percevra la redevance, décidera des investissements. Les communes bénéficiaires d'une convention de délégation ou les syndicats infracommunautaires ne seront que prestataires de services, j'ai envie de dire, de la communauté de communes, avec une modalité de flux complexe, hein, c'est-à-dire que la Comcom doit percevoir la totalité des ressources, hein, liées aux différents services et ensuite reverse aux communes ou aux syndicats un montant correspondant à des frais qui ont été engagés par les communes ou syndicats pour l'exercice de la convention de délégation. On y reviendra, je l'évoque juste rapidement ici, c'est la loi d'engagement et proximité qui a prévu ce volet-là. Puis, toujours, hein, face à la grogne, hein, des élus locaux face à ce transfert obligatoire des compétences au assainissement, on a eu la loi dite 3DS, hein, du 22 février 2022, qui est venue également apporter un certain nombre de souplesses sans remettre en cause le transfert obligatoire des compétences eau et assainissement, qui a prévu notamment le maintien des syndicats infracommunautaires existants au 1er janvier 2026 par délégation, sauf délibération contraire du Conseil communautaire. Vous le verrez, lorsqu'on va aborder les incidences, hein, sur les syndicats infracommunautaires, on va distinguer, hein, une prise de compétence avant le 1er janvier
2026, où on aura des règles particulières pour les syndicats infracommunautaires, et une prise de compétence à compter du 1er janvier 2026, où on aura d'autres règles particulières, mais j'y reviendrai. Également, la loi 3DS a permis des dérogations à l'interdiction, vous savez, d'une prise en charge des dépenses eau assainissement par le budget général de la communauté de communes pendant la période de lissage tarifaire. Vous savez, l'eau, l'assainissement sont des SPIC, des services publics industriels et commerciaux, selon lesquels les recettes du service doivent couvrir les dépenses du service, d'où le principe qu'on évoque en matière d'eau potable, c'est-à-dire l'eau paye l'eau. Mais pendant cette période de lissage tarifaire, on peut avoir un financement par le budget général de la communauté de communes ou des communes membres via le versement de fonds de concours, le cas échéant. On y reviendra sur cette possibilité de ce lissage tarifaire. Également, la loi 3DS a prévu une obligation, c'est-à-dire d'organiser l'année précédant le transfert obligatoire des compétences eau et assainissement, un débat entre le président de la communauté de communes et chaque maire des communes membres de celle-ci sur la tarification des services publics d'eau et d'assainissement, les investissements à réaliser et, le cas échéant, la conclusion ou non de conventions de délégation de compétences. Donc, attention, pour une prise de compétences obligatoire 1er janvier 2026, cela veut dire qu'en 2025, il faudra nécessairement organiser ce débat entre le président de la communauté de communes et les maires des communes membres. On pourrait également étendre ce débat aux présidents de syndicats présents sur le territoire. Ça pourrait être intéressant à voir pour déterminer ces volets-là. Et ce débat pourra aboutir à la conclusion d'une convention entre les communes et la communauté de communes sur les conditions et les orientations tarifaires, les objectifs en matière d'investissement et la mise en œuvre, le cas échéant, de conventions de délégation de compétences à compter du 1er janvier 2026. Un tel débat pourrait également, de manière facultative, être tenu chaque année au moment de l'adoption du RPQS. Voilà. Enfin, est-ce que, face à cette éternelle question, est-ce qu'on reviendra sur ce transfert obligatoire des compétences eau assainissement au 1er janvier 2026 ? Mon sentiment est que non. Après, je n'ai pas de boule de cristal, mais eu égard aux éléments en vigueur, je pense qu'on ne reviendra pas sur ce transfert obligatoire des compétences eau assainissement au 1er janvier 2026. Par contre, je pense qu'on risque d'avoir de nouveaux textes qui viennent apporter certains éléments de souplesse. À ce titre, on a une proposition de loi qui a été en cours de discussion au sein du Parlement, qui a été adoptée le 16 mars 2023 par le Sénat, qui revenait sur le transfert obligatoire des compétences au assainissement, mais la commission des lois du Sénat, de l'Assemblée nationale, le 31 mai 2023, a refusé de revenir sur ce transfert obligatoire, mais a apporté encore certains éléments de souplesse, notamment pour les syndicats infracommunautaires, puisque, je le rappelle, un syndicat infracommunautaire créé entre le 1er janvier 2019 et le 1er janvier 2026 ne pourra pas se maintenir en l'état du droit à compter du 1er janvier 2026, puisqu'il ne pourrait pas bénéficier de délégation de compétences. Et un des objets de cette proposition de loi était de corriger cet oubli, je pense, de la loi 3DS et cette problématique-là. Mais ce texte, qui a fait l'objet d'une discussion à l'Assemblée nationale en séance publique en juin 2023, est parvenu à l'agenda parlementaire et je crains qu'il n'y revienne pas du tout. Et voilà, là-dessus, début 2024, le ministre a quand même annoncé qu'en 2024, on devrait avoir un nouveau véhicule législatif pour apporter certains éléments de souplesse à ces transferts de compétences, notamment pour les territoires ruraux, de montagne, et notamment dans quelle mesure on pourrait maintenir certains syndicats dans l'exercice des compétences. À voir, puisque là-dessus, on a une proposition de loi qui a été déposée à l'Assemblée nationale le 2 mai dernier. C'est une proposition de loi qui a nécessairement été transmise à la commission des lois, donc à voir ce que cela donne dans l'évolution. Et l'objet de cette proposition de loi, c'est de permettre la possibilité, non pas
d'être sur une délégation de compétences au syndicat infracommunautaire, mais un transfert de compétences à ces syndicats infracommunautaires. Donc on serait sur un mécanisme, à voir de ce que la donne dans l'évolution du texte, du transfert pour 1er janvier 26 de la compétence à la communauté de communes, qui ensuite pourrait non pas la déléguer dans le cadre de ces conventions de délégation, mais la retransférer à des syndicats infracommunautaires. Je pense qu'en l'état de la proposition de loi, il manque un certain nombre d'éléments pour vraiment voir comment techniquement cela se met en œuvre, mais voilà, c'est fait partie des textes, à mon sens, à suivre. Peut-être qu'on aura un projet de loi ou une évolution en cours, mais tout ça pour vous dire, je pense qu'on ne reviendra pas sur ce transfert obligatoire des compétences au assainissement. Donc, je pense que pour ne pas subir ce transfert au 1er janvier 2026, il faut nécessairement l'anticiper et s'organiser au mieux pour faire les bons choix à l'échelle de la communauté pour ne pas subir ce transfert-là, donc anticiper. Mais suivre l'actualité juridique, puisque je pense, l'actualité législative principalement, puisque je pense qu'on aura certaines évolutions d'ici le 1er janvier 26. Voilà sur ces éléments de rappel de contexte. Maintenant, petit rappel de quelles sont les compétences qui sont obligatoirement transférées. Ces compétences obligatoirement transférées pour l'eau potable concernent bien l'intégralité de la compétence eau potable, c'est-à-dire la production, le transport, le stockage et la distribution d'eau destinée à la consommation humaine. Cette compétence obligatoirement transférée n'inclut pas la défense extérieure contre l'incendie. Vous savez, l'identification des bornes incendie sur votre territoire, la réalisation des travaux nécessaires et la charge d'avoir de l'alimentation en eau de ces bornes incendie ne relève pas de la compétence eau potable obligatoirement transférée. Petite incise, cette compétence spécifique, qui est un SPA, service public administratif, fait l'objet aussi d'un pouvoir de police spécial dédié des maires pour l'exercice de cette compétence. Donc cette compétence n'est pas inclue. Donc au 1er janvier 2026, ce n'est que l'eau potable qui sera transférée à la communauté de communes. Cette compétence DECI est conservée par les communes. Elle peut faire l'objet d'un transfert volontaire de compétences des communes à la communauté de communes, vous savez, selon la procédure classique des transferts de compétences, c'est-à-dire une délibération du conseil communautaire, l'accord des communes membres à la majorité classique en matière d'intercommunalité, qui sont 2/3 des conseils municipaux qui représentent la moitié de la population, ou la règle inverse, et un arrêté préfectoral qui approuve ce transfert-là. Mais si on ne met pas cette procédure volontaire, au 1er janvier 2026, la défense extérieure contre l'incendie ne sera pas transférée. Attention, c'est un élément important puisque parfois, on le voit dans l'exercice des compétences au assainissement par certaines communes, elles ont conclu un marché de prestation de services ou une convention de délégation de services publics dont l'objet inclut à la fois l'eau potable et la défense extérieure contre l'incendie. Donc, attention à ces éléments importants à avoir en tête. Sur la compétence assainissement, cette compétence-là inclut obligatoirement transféré 1er janvier 26 à la fois l'assainissement collectif et l'assainissement non collectif, attention, des seules eaux usées. Ce n'inclut pas la compétence gestion des eaux pluviales urbaines, la compétence GEPU, qui fait l'objet d'une compétence spécifique, distincte, de même que ça n'inclut pas les eaux de ruissellement, vous savez, qui sont visées au quatrièmement de l'article L211-7 du Code de l'environnement, qui ne sont pas inclus dans cette compétence transférée obligatoirement pour 1er janvier 2026. De même, rien n'empêche de volontairement transférer cette compétence à la communauté de communes, mais là, dans le cadre d'une procédure de transfert volontaire de compétences. Attention quand même, puisque la compétence eau pluviale et la compétence assainissement peuvent être très liées lorsque vous êtes en matière de réseau unitaire, puisque quand vous avez un réseau unitaire, ce seul réseau collecte et traite à la fois tant les eaux usées que les eaux pluviales. À l'inverse d'un réseau séparatif où vous avez un réseau pour l'assainissement des eaux usées et un réseau pour les eaux pluviales. En réseau unitaire, c'est un seul réseau qui gère tout. Et là-dessus, je vous rappelle que dans le cadre de réseaux
unitaire, on doit nécessairement prévoir un reversement financier de l'entité qui gère la compétence eau pluviale au budget annexe assainissement, puisque si vous ne le faites pas, vous avez un risque de remise en cause de votre redevance d'assainissement. Pourquoi? Parce que les usagers de l'assainissement seraient en droit de vous dire ma redevance prend en charge le paiement des eaux pluviales pour lesquelles je ne suis pas usager nécessairement. Donc, attention, on doit nécessairement prévoir ce reversement. Je me permets d'insister là-dessus, puisque en accompagnement, en cours un certain nombre de communautés de communes dans ces prises de compétences au assainissement, on voit souvent que ce reversement n'est pas toujours mis en œuvre en pratique. Donc, je me permets de vous alerter là-dessus. De même, à l'inverse de l'eau potable, la compétence assainissement fait l'objet d'un pouvoir de police spécial des maires, donc qui est automatiquement transféré au président de la communauté de communes en cas de transfert de compétences. Donc attention, le transfert de la compétence assainissement au 1er janvier 2026 plus tard entraînera le transfert automatique de ce pouvoir de police spécial, qui permet notamment de compléter le règlement sanitaire départemental sur les volets assainissement et également peut permettre d'accorder des dérogations, vous savez, à l'obligation de raccorder une habitation au réseau d'assainissement. C'est ce pouvoir de police spécial-là qui est automatiquement transféré 1er janvier 2026, sauf si les maires s'opposent à ce transfert automatique dans un délai de 6 mois, c'est-à-dire avant le 30 juin 2025. Et le président, si un ou plusieurs maires s'opposent au transfert automatique, pourrait renoncer à ce transfert. Attention, ce transfert automatique se renouvellera à compter de l'élection du président de la communauté de communes post-mars 2026. Donc, nécessité, si les maires veulent conserver ce pouvoir de police spécial-là, de réitérer leur opposition dans un délai de 6 mois suite à l'élection du président. Vous allez me dire, c'est un peu compliqué tout ça. Oui, c'est la problématique liée à avoir prévu un transfert obligatoire des compétences eau assainissement au 1er janvier 2026, année de renouvellement général des conseils municipaux, mais on y reviendra, ce n'est pas la seule difficulté, mais il faut l'avoir en tête. Donc voilà sur le contenu des compétences obligatoirement transférées à la communauté de communes. Maintenant, je vous propose de rentrer et d'envisager les incidences de ces transferts de compétences eau et assainissement en fonction de différents cas de figure. Premier cas de figure qu'on va aborder ici, la commune adhère à un syndicat supracommunautaire. Quelles sont les incidences du transfert des compétences à la communauté de communes? Deuxième hypothèse, on le verra après, la commune adhère à un syndicat infracommunautaire, donc quid des incidences du transfert à la communauté de communes. Et on verra enfin le cas des communes qui n'adhèrent à aucun syndicat, quid des incidences du transfert. Donc, première situation, la commune adhère à un syndicat supracommunautaire pour l'exercice de sa compétence eau potable et potentiellement un autre syndicat supracommunautaire pour sa compétence assainissement. Qu'est-ce qu'un syndicat supracommunautaire? Petit rappel, un syndicat supracommunautaire est un syndicat dont le périmètre est à cheval sur le territoire de plusieurs EPCI à fiscalité propre, c'est-à-dire de plusieurs communautés de communes ou communautés d'agglomération, communautés urbaines ou métropoles, c'est-à-dire plusieurs communes qui adhèrent à ce syndicat sont membres d'au moins 2 communautés de communes ou agglo ou urbaines différentes. Ça peut être une commune qui adhère à une communauté de communes et une commune qui adhère à une communauté d'agglomération. Un syndicat qui regrouperait 2 communes avec cette configuration est un syndicat supracommunautaire. Ici, pour les syndicats supracommunautaires, les incidences du transfert de compétences sont assez simples puisqu'on applique ici le mécanisme de représentation-substitution. Ça veut dire que la communauté de communes devient membre de plein droit du syndicat supracommunautaire en lieu et place de ces communes membres qui adhéraient préalablement à ce syndicat avant la prise de compétences. Et donc, dans ce syndicat, la communauté de communes va disposer d'un nombre de sièges égal à la somme des sièges dont disposaient ces communes préalablement. Par exemple,
j'ai 2 communes qui adhéraient à un syndicat supracommunautaire. Elles avaient chacun 2 sièges, donc moi, communauté de communes, à compter du 1er janvier 2026, prise de compétence, j'aurai 4 sièges au sein du comité syndical de ce syndicat supracommunautaire. Et donc, je vais devoir, à compter de ma prise de compétence au 1er janvier 2026 et avant la première réunion du comité syndical, je vais devoir désigner mes représentants, mes 4 représentants dans mon exemple, au sein du comité syndical. Et là, donc, je vais devoir adopter une délibération du conseil communautaire pour désigner mes représentants qualité de communauté pour siéger au sein du comité syndical. Et là, le conseil communautaire a un choix. Il peut désigner soit des conseillers communautaires qui ne sont pas forcément issus des communes concernées, ou des conseillers communautaires issus des communes qui étaient membres du syndicat, soit je peux, moi, conseiller communautaire, désigner des conseillers municipaux qui ne sont pas conseillers communautaires. Donc, j'ai ces 2 options, soit des conseillers communautaires, soit des conseillers municipaux non conseillers communautaires. Donc, autrement dit, je peux désigner les mêmes personnes qui siégeaient au sein des syndicats supracommunautaires pour me représenter, moi, communauté, dans ces syndicats. Autrement dit, les personnes qui représentaient les communes au sein du syndicat supracommunautaire, demain, pourront continuer de représenter la communauté de communes au sein de ces syndicats. Mais ça impliquera que le conseil communautaire les désigne pour les représenter. De plus, cette désignation aura une incidence sur potentiellement le bureau du syndicat supracommunautaire. Pourquoi je vous dis ça? Parce que cette désignation par le conseil communautaire fait perdre le mandat des représentants des communes au sein du syndicat supracommunautaire. Donc, ça veut dire que si un représentant des communes, membre de la communauté de communes qui siégeait au sein du syndicat supracommunautaire, était président ou vice-président au sein de ce syndicat, sa désignation par la communauté de communes, même si elle désigne la même personne, lui fait perdre à un moment donné son mandat de membre du comité syndical et donc son mandat de président ou de vice-président au sein du syndicat supracommunautaire. Donc, ça veut dire que le syndicat supracommunautaire, attention, vous allez devoir procéder à une désignation, soit d'un nouveau vice-président, en lieu et place de celui qui aurait perdu son mandat, soit potentiellement réélire l'ensemble de l'exécutif, président et vice-président, si le président du syndicat supracommunautaire était issu de cette commune. Vous allez me dire, on va faire ça en février 2026 pour refaire la même chose à compter d'avril 2026, puisque renouvellement général des conseils municipaux. Oui, malheureusement, oui, mais cela illustre à nouveau la problématique du calendrier d'envisager une prise de compétence l'année de renouvellement général des conseils municipaux et communautaires. Cette incidence sur la désignation des représentants au sein des syndicats supracommunautaires, je viens de dire, est un petit peu la seule incidence de la prise de compétence par la communauté de communes au sein des syndicats supracommunautaires. Pourquoi? Parce que le syndicat supracommunautaire pourra garder sa tarification, pourra garder son mode de gestion, son budget, ses excédents, son règlement de service, ses contrats en cours. Il n'y a pas de modification d'incidence autre pour le syndicat supracommunautaire. La seule incidence, c'est ce changement dans la désignation des représentants de la communauté de communes au sein du syndicat. Autre petite incidence tout de même, je vous l'évoque, c'est que le syndicat supracommunautaire, s'il était un syndicat intercommunal, là, le mécanisme de représentation de substitution va faire qu'il va devenir un syndicat mixte. Et ce changement de syndicat intercommunal à syndicat mixte impliquera un changement de numéro SIRET. Mais c'est un petit peu les seules incidences pour les syndicats supracommunautaires. Et on le verra sur le lissage tarifaire, les syndicats supracommunautaires ne sont pas concernés par le lissage tarifaire.
Donc ça, c'était la première situation. Vous, commune, vous adhérez à un syndicat supracommunautaire pour l'eau et ou l'assainissement. Voilà les incidences du transfert de compétences. Pour les syndicats, maintenant on va voir l'hypothèse des syndicats infracommunautaires. Donc une commune adhère à un syndicat infracommunautaire pour l'eau et ou l'assainissement, et la communauté de communes va prendre la compétence au 1er janvier 26, quid des incidences. Là-dessus, il est important peut-être de rappeler le droit commun et de rappeler qu'est-ce qu'un syndicat infracommunautaire. Un syndicat infracommunautaire est un syndicat dont le périmètre est intégralement inclus dans le ressort territorial de la communauté de communes. Donc ça veut dire que toutes les communes qui adhèrent au syndicat infracommunautaire sont membres de la communauté de communes qui va prendre la compétence au 1er janvier 2026. La règle de droit commun, c'est que dans cette hypothèse-là, lorsqu'un syndicat est intégralement inclus dans le périmètre d'une communauté de communes et que ce syndicat n'exerce que la seule compétence que la communauté de communes se dote, cette prise de compétence par la communauté de communes, normalement, entraîne la dissolution de plein droit du syndicat infracommunautaire. Ici, c'est une des dérogations qui a été introduite par la loi Engagement et Proximité du 27 décembre 2019 et complétée par la loi dite 3DS, qui permet, pour les seules compétences eau et assainissement, la possibilité du maintien d'un syndicat infracommunautaire dans une telle situation, dans le cadre d'un mécanisme de convention de délégation de compétences. Donc, c'est-à-dire que pour les syndicats infracommunautaires, on a deux options. Soit la communauté de communes décide de maintenir le syndicat en concluant avec lui une convention de délégation de compétences, soit la communauté de communes décide de ne pas maintenir le syndicat infracommunautaire en délibérant en ce sens, en délibérant pour dire « je ne veux pas maintenir le syndicat infracommunautaire, je ne lui conférerai pas une convention de délégation de compétences ». Et dans cette hypothèse-là, le syndicat infracommunautaire sera dissous de plein droit en application selon les règles du 5812-33 du CGCT. Donc, on a une réelle option, il y a une réelle décision à prendre par la communauté de communes et elle est maîtresse en la matière pour décider de l'orientation à prendre dans le cadre d'une délibération du conseil communautaire. On va y revenir là-dessus. Ces règles s'appliquent en l'état du droit positif pour les syndicats existants au 1er janvier 2019. Les syndicats infracommunautaires existants au 1er janvier 2019. Attention, j'insiste, en l'état du droit positif, un syndicat infracommunautaire créé entre le 1er janvier 2019 et le 1er janvier 2026, en l'état, ne pourra pas se maintenir post 1er janvier 2026. Vous allez me dire pourquoi? Puisque le texte nous dit que tout syndicat existant au 1er janvier 2026 peut peut être maintenu dans le cadre d'une délégation. Ce que nous dit la loi 3DS. Oui, très bien, sauf qu'on a une autre disposition de la loi et qui a été codifiée au 5214-16 du CGCT, qui nous dit que ne peuvent bénéficier d'une délégation de compétences que les syndicats existants, infracommunautaires existants au 1er janvier 2019. Donc certes, un syndicat infracommunautaire peut être maintenu dans le cadre d'une délégation de compétences, mais s'il est créé post 1er janvier 2026, il ne peut pas bénéficier de convention de délégation de compétences. Donc, il ne peut pas être maintenu. Donc, en l'état du droit positif, oui, on a une réelle difficulté de maintenir un syndicat infracommunautaire créé post 1er janvier 2019. La proposition de loi que je vous évoquais tout à l'heure vise à remédier à ces difficultés, mais en l'état, sans modification, on a une réelle impossibilité, à mon sens, de maintien des syndicats infracommunautaires créés post 1er janvier 2019. Donc, ces deux options, comment celles-ci se matérialisent si jamais, hypothèse, on ne va pas évoquer l'hypothèse de la dissolution, on va évoquer l'hypothèse de la communauté de communes qui va décider de maintenir les syndicats infracommunautaires dans le cadre d'une convention de délégation. Quelles sont les incidences
de cette prise de compétence sur ce syndicat infracommunautaire. Et c'est là où le législateur nous a créé un petit peu ce que j'appelle, pour ma part, un ovni juridique qui parfois nous fait perdre un petit peu notre alpha et oméga par rapport aux règles intercommunales applicables. Ici, en application, et des éléments que nous ont évoqués, notamment la Direction générale des collectivités territoriales, le syndicat infracommunautaire est maintenu et dans cette hypothèse-là, dans le cadre d'une convention de délégation de compétences, il est maintenu dans le cadre d'une convention de délégation de compétences, le syndicat infracommunautaire garde son personnel. À l'inverse des communes qui bénéficiaient d'une convention de délégation, on y reviendra tout à l'heure, pour conclure une convention de délégation, il faudra d'abord régler les incidences du transfert, puis ensuite régler les incidences de la convention de délégation. Là, pour un syndicat infracommunautaire qui va être maintenu dans le cadre d'une convention de délégation de compétences, on considère, la DGCL considère notamment, que le syndicat pourra garder son personnel. Je ne rentre pas dans la justification juridique, mais le syndicat peut garder son personnel. Toutefois, je pense que la convention de délégation de compétences devra encadrer le personnel pouvant être recruté par le syndicat infracommunautaire. Mais le syndicat demeure l'employeur de l'ensemble de ses agents. On n'a pas de transfert des agents du syndicat infracommunautaire à la communauté de communes qui ensuite est remis à disposition du syndicat infracommunautaire. Le syndicat reste l'employeur de l'ensemble de ses agents. De même, le syndicat infracommunautaire, s'il respecte le schéma budgétaire que j'évoquerai tout à l'heure dans le cadre de la convention de délégation de compétences, peut garder son budget et également garder ses excédents. Il n'a pas l'obligation de clôturer ses budgets annexes, ils peuvent les conserver. On n'a pas ce volet-là, mais ça impliquera de respecter le schéma financier que je vous évoquerai tout à l'heure dans le cadre de la convention de délégation de compétences. De même, le syndicat infracommunautaire va pouvoir conserver ses biens et l'ensemble de ses contrats en cours dans ce cadre-là, dès lors que ceux-ci ont été conclus à compter jusqu'à la prise de compétence au 1er janvier 2026. Attention, dans le cadre de la convention de délégation de compétences, toute décision d'investissement prise par la communauté de communes post 1er janvier 2026, enfin tous les investissements qui concernent le syndicat infracommunautaire pris à compter du 1er janvier 2026 seront décidés par la communauté de communes. Et dans ce cadre-là, les équipements devront être inscrits dans la comptabilité, dans l'actif de la communauté de communes, le syndicat ne faisant que des opérations pour compte de tiers. Je reviendrai tout à l'heure, mais ça a une incidence. Ça implique de distinguer les biens du syndicat jusqu'au 1er janvier 2026 qui sont conservés par les syndicats infracommunautaires et les biens réalisés post 1er janvier 2026 où là, c'est la communauté de communes qui décidera des investissements, comme c'est elle qui fixera le tarif, j'y reviendrai, et c'est la communauté de communes qui devra inscrire dans son actif ces éléments-là. De même pour les contrats en cours, seront conservés par le syndicat. Les nouveaux contrats, il faudra prévoir dans le cadre de la convention de délégation que le syndicat puisse continuer ce volet-là. Sur la gouvernance, ici, élément important, un syndicat infracommunautaire garde sa gouvernance communale. Donc ça veut dire que c'est les communes membres du syndicat infracommunautaire qui continuent de désigner leurs représentants pour siéger au sein du comité syndical. Donc, ça veut dire que renouvellement mars 2026, ce n'est pas le conseil communautaire qui va désigner des représentants au sein du syndicat infracommunautaire, c'est bien les conseils municipaux de chacune des communes concernées qui vont désigner leurs représentants au sein du comité syndical du syndicat infracommunautaire. Donc, ça a quand même une incidence importante. La communauté de communes n'est pas adhérente des syndicats infracommunautaires, en tout cas en l'état du droit positif. On verra si on a une évolution législative là-dessus, ce que ça nous donnera. Donc voilà ces incidences-là, on verra ensuite les conventions de délégation, l'incidence de la convention de délégation qui interviendra. Élément important à voir aussi, puisque on a une temporalité à respecter dans la mise en œuvre
de ces règles que je vous évoquais, puisque j'anticipe un peu sur ce que je vais vous dire sur les conventions de délégation de compétences, mais retenez, syndicat infracommunautaire ou commune qui bénéficie d'une délégation de compétences, la délégation de compétences implique que c'est la communauté de communes qui fixe le tarif sur le périmètre du syndicat, c'est la communauté de communes qui perçoit la redevance eau assainissement sur le territoire du syndicat infracommunautaire, c'est la communauté de communes qui décide des investissements qui seront mis en œuvre sur le territoire de la communauté de communes. Et la convention de délégation de compétences ne permet pas de maintenir une différence de tarif objective à elle seule. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ces règles et ce changement de paradigme n'intervient qu'à compter de la date à laquelle la communauté de communes conclut avec le syndicat infracommunautaire une convention de délégation de compétences. Ça veut dire qu'on a une période préalable qui évoque, pendant laquelle on a une autre règle qui s'applique. Je rentre un petit peu dans le détail, c'est là où il faut distinguer. Est-ce que la communauté de communes prend la compétence au 1er janvier 2025 de manière anticipée, ce qui est une possibilité, ou est-ce qu'elle prend la compétence au 1er janvier 2026, puisque les règles sont un petit peu différentes. Je m'explique. Ici, on est dans l'hypothèse où la communauté de communes prend la compétence de manière anticipée au 1er janvier 2025, ce qui est possible. Dans ce cadre-là, on a une délibération du conseil communautaire qui décide de prendre la compétence de manière anticipée. On n'a pas de minorité de blocage qui se matérialise dans un délai de 3 mois. Au 1er janvier 2025, la communauté de communes se dote de la compétence. Ici, on doit distinguer deux périodes dans le cadre de cette prise de compétence anticipée au 1er janvier 2025. Une première période d'une durée maximale de 21 mois, c'est-à-dire au plus tard jusqu'au 30 septembre 2026. Pourquoi? Parce que la prise de la compétence par la communauté de communes au 1er janvier 2025 induit le maintien automatique des syndicats infracommunautaires pendant une période de 9 mois suivant la prise de compétence, sauf à ce que la communauté de communes délibère contre le maintien du syndicat infracommunautaire. Pendant ce délai de 9 mois, pendant lequel le syndicat est maintenu automatiquement, le conseil communautaire de la communauté de communes peut délibérer sur le principe de la délégation de compétences au syndicat infracommunautaire. Donc, avant le 30 septembre 2025, le conseil communautaire peut délibérer pour dire « je vais consentir une convention de délégation de compétences avec le syndicat infracommunautaire ». Attention, s'il ne délibère pas, il n'adopte pas cette délibération avant le 30 septembre 2025 ou s'il ne conclut pas une convention de délégation avant cette date-là, le syndicat est dissous de plein droit. À compter de l'adoption de cette délibération, donc au plus tard au 30 septembre 2025, la communauté de communes et le syndicat infracommunautaire disposent d'un délai d'1 an pour conclure la convention de délégation de compétences. Donc au plus tard, si le conseil communautaire a délibéré au 30 septembre 2025, au plus tard au 30 septembre 2026, la communauté de communes et le syndicat infracommunautaire doivent avoir conclu cette convention de délégation de compétences. Si ce n'est pas le cas, le syndicat sera dissous de plein droit. Donc, comme vous voyez, on a potentiellement une période maximale de 21 mois. Rien n'empêche de conclure dès le 1er janvier 2025 une convention de délégation de compétences, voilà, mais on sera dans la deuxième période et les règles applicables en la matière. Mais pourquoi je vous distingue ces deux périodes? Parce que dans cette première période de 21 mois, la DGCL et la Direction générale des finances publiques considèrent que pendant cette période-là, on continue à fonctionner comme avant. C'est-à-dire, c'est le syndicat qui fixe son tarif. C'est le syndicat qui perçoit sa redevance. C'est le syndicat qui décide des investissements. C'est le syndicat qui inscrit à son actif les éléments afférents, etc., etc. Ce n'est, tout ce que je vous ai évoqué avant, ce n'est qu'à compter de la conclusion de la convention de délégation de compétences qu'on a ce changement de paradigme et que c'est la communauté de communes qui
fixera le tarif, percevra la redevance et décidera des différents investissements dans cette deuxième période qui court à compter de la conclusion de la convention de délégation de compétences. Donc, soit on attend le délai maximum, c'est-à-dire au plus tard au 30 septembre 2026, on a ce changement de paradigme dans le cas d'une prise anticipée de la compétence, soit ce n'est pas le cas, on l'a avant à compter de la conclusion de la convention de délégation de compétences. Ça, c'était l'hypothèse où on a cette prise de compétence anticipée au 1er janvier 2025. Maintenant, on va évoquer l'hypothèse d'une prise de compétences par la communauté de communes au 1er janvier 2026, puisque les règles sont un petit peu différentes. Cette période de 21 mois, dans cette hypothèse-là, n'est limitée qu'à une période de 12 mois. C'est-à-dire que pendant une période maximale de 12 mois, c'est-à-dire au plus tard au 31 décembre jusqu'au 31 décembre 2026, la communauté de communes et le syndicat infracommunautaire disposent de ce délai-là pour conclure la convention de délégation de compétences. Donc, ça veut dire que si une telle convention de délégation de compétences n'est pas conclue avant le 31 décembre 2026, le syndicat est dissous de plein droit, sauf à ce que le conseil communautaire décide préalablement du non-maintien du syndicat infracommunautaire, ce qui est tout à fait possible. Mais s'il ne le fait pas, si aucune décision n'est prise, ça veut dire qu'au 31 décembre 2026, je n'ai pas de conclusion de convention de délégation, le syndicat est dissous de plein droit. Donc, on a un délai maximal d'1 an, jusqu'au 31 décembre 2026, pour conclure cette convention de délégation de compétences. Et pendant cette période-là, tant qu'on n'a pas conclu cette convention de délégation de compétences, et pendant cette période maximale d'1 an suite au transfert de compétences, le syndicat infracommunautaire est maintenu et continue de fonctionner comme avant. C'est-à-dire que c'est lui qui va fixer le tarif pour l'année 2026, c'est lui qui va percevoir la redevance, c'est lui qui va décider des investissements, etc. etc. Ce n'est qu'à compter de la conclusion de la convention de délégation de compétences que c'est la communauté de communes qui décidera du tarif, percevra la redevance et décidera des différents investissements. Voilà pour les syndicats infracommunautaires. J'ai été un petit peu long, mais on a une petite complexité qui implique de prendre un petit peu de temps pour expliquer les choses. Maintenant, troisième hypothèse, on a une commune qui n'adhère pour l'eau et l'assainissement ni à un syndicat supracommunautaire, ni à un syndicat infracommunautaire, qui exerce elle-même sa compétence eau et assainissement sur son territoire. Donc, quid? Quelles sont les incidences pour elle d'un transfert de la compétence à la communauté de communes? Les incidences, on va les voir ici. On en a un certain nombre. C'est pour ça que nous, dans l'ensemble de nos missions d'accompagnement de la prise de compétences, on fait toujours un volet état des lieux, ensuite scénarisation, définition d'un objectif de service type, et ensuite accompagnement à la mise en œuvre. Donc c'est dans ces volets-là où on anticipe notamment les incidences de ces transferts. Première incidence, c'est sur les biens, c'est-à-dire l'ensemble des biens utilisés par la commune au titre des compétences qui seront transférées, c'est-à-dire vos réseaux d'eau, d'assainissement, les stations d'épuration, les châteaux d'eau, les réservoirs, etc. Pour l'ensemble de ces équipements, on est sur le mécanisme de mise à disposition de plein droit de ces équipements à la communauté de communes, c'est-à-dire que la commune reste propriétaire des biens, mais les met à disposition, c'est-à-dire transfère l'ensemble des attributs du propriétaire, à l'exception de celui d'aliéné, à la communauté de communes. J'insiste, toutes les incidences que je vais évoquer ici, il faudra les mettre en œuvre, même si la communauté de communes décide de conclure une convention de délégation avec la commune concernée. Il faudra bien y procéder dans tous les cas. Donc, si vous dites, moi je bénéficie d'une convention de délégation par la commune, je n'aurai pas à régler ces incidences. Non, juridiquement, ça ne marche pas. Il faut avoir ce transfert, régler l'ensemble des incidences du transfert et ensuite conclure la convention de délégation et régler les incidences de celle-ci. Donc, première incidence sur les biens que je vous ai évoqués. Deuxième incidence, c'est sur les contrats en cours. Par exemple, moi, commune, j'ai conclu une convention de délégation de service public dont la durée va jusqu'au 31 décembre 2030.
Quid lorsque la compétence est transférée au 1er janvier 2026? Ici, on est sur un principe de continuité des obligations contractuelles. Ça veut dire que la communauté de communes va se substituer à la commune dans l'exécution du contrat de délégation de service public jusqu'à son expiration. Donc, c'est-à-dire qu'à compter du 1er janvier 2026 et jusqu'au 31 décembre 2030, dans mon exemple, la communauté de communes sera co-contractante du contrat de délégation de service public et devra le piloter. Et donc, il faudra conclure dans cette hypothèse-là un avenant de substitution pour matérialiser la substitution de la communauté de communes à la commune dans l'exécution de ce contrat en cours. Et cela pour l'ensemble des contrats en cours. Pour les contrats, les marchés de prestation de services, le cas échéant, les conventions d'achat de vente d'eau, on en a un certain nombre, les autorisations de déversement. Vous avez un industriel sur le territoire qui est raccordé au réseau d'assainissement et déverse ses eaux usées. Ces conventions-là, pareil, sont transférées, sont reprises par la communauté de communes et continuent à piloter celle-ci. On n'a pas de rupture là-dessus. Petit focus sur les contrats d'assurance. Là-dessus, je pense qu'il y a une réelle optimisation à faire, puisque chaque commune a conclu des contrats d'assurance pour les différents équipements. Potentiellement, il peut être pertinent d'anticiper avant le transfert, de mettre fin à ces contrats et que la communauté de communes puisse conclure un contrat d'assurance globale pour l'ensemble des équipements repris. Voilà, ça peut être pertinent, ça on arrive à le faire. On va l'anticiper, ça peut être une piste d'optimisation intéressante. Pour les contrats d'emprunt, ici, il faut distinguer, est-ce qu'on est sur un emprunt individualisé ou globalisé? Si on est sur un emprunt qui est individualisé, c'est-à-dire qui a été conclu pour la réalisation que des investissements, par exemple, j'ai une step, pour réaliser ma step, j'ai fait un emprunt dédié pour cette step, l'emprunt bascule et est repris par la communauté de communes. Par contre, si j'ai fait un emprunt globalisé, c'est-à-dire que j'ai fait un emprunt qui m'a permis de refaire ma mairie, plus étendre mon réseau d'eau, faire un autre volet d'investissement. Là-dessus, c'est la commune qui va conserver l'emprunt. Il va falloir déterminer la quote-part d'emprunt affectée au financement de l'extension du réseau d'eau dans mon exemple. Et la communauté de communes reversera à la commune la quote-part d'emprunt afférente dans le cadre d'une convention de refacturation qu'il faudra matérialiser. Autre incidence, on va parler sur les excédents de trésorerie. Là-dessus, c'est un sujet pour accompagner de nombreuses collectivités là-dessus, on commence à parler des choses qui se fâchent, des choses qui fâchent, lorsqu'on évoque ces sujets-là. Quid des excédents de trésorerie existants, présents sur les budgets annexes eau et assainissement. Là-dessus, on a une jurisprudence du Conseil d'État du 25 mars 2016 pour laquelle j'ai encore du mal à la comprendre en droit, mais qui nous dit que l'excédent de trésorerie d'un budget annexe SPIC au assainissement n'est pas obligatoirement transféré à la communauté de communes dans le cadre du transfert de compétences. Autrement dit, les communes peuvent garder leur excédent de trésorerie afférent à l'eau et à l'assainissement dans leur budget annexe au assainissement dans le cadre et raffecté dans le cadre de leur budget général. Et si on veut transférer cet excédent de trésorerie à la communauté de communes, il faut conclure une convention spécifique pour le prévoir. Attention, la seule dérogation, c'est issu de la loi de 3DS, c'est que dès lors que votre réseau d'eau présente un taux de fuite supérieur au seuil réglementaire, là vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de transférer votre excédent de trésorerie. Attention là-dessus, certes, on n'a pas l'obligation de transférer l'excédent de trésorerie, mais je pense qu'il y a une réelle question à se poser, est-ce qu'il est opportun de ne pas transférer cet excédent de trésorerie? Je m'explique. Premier élément, il faut savoir, est-ce qu'on est vraiment sur un excédent de trésorerie? Puisqu'en pratique, parfois, on voit de nombreux budgets annexes de communes auxquels n'est pas refacturé les frais d'administration générale. Par exemple, vous avez votre secrétaire de mairie qui fait la facturation pour votre service d'eau ou d'assainissement. Son temps n'est jamais refacturé au budget annexe eau ou assainissement. Dans ce cadre-là, on n'est pas vraiment sur un excédent de trésorerie. Il faut faire un retraitement pour l'enlever. Mais si vous avez un réel excédent de trésorerie sur votre budget annexe eau assainissement, comme l'eau paye l'eau,
C'est-à-dire que cet excédent a été constitué au titre des redevances qui ont été prélevées sur vos différents usagers. Et si vous avez un excédent, c'est notamment parce que vous anticipez des travaux futurs et donc vous avez constitué un petit excédent pour la réalisation de ces travaux. Si cet excédent-là n'est pas transféré à la communauté de communes, que va devoir faire la communauté de communes? Elle va devoir se financer via la redevance pour faire les travaux qui avaient été envisagés et pour lesquels vous aviez un excédent de trésorerie. Et si vous ne le transférez pas, ça veut dire que la communauté de communes va devoir fixer un tarif lui permettant de prélever sur les usagers la ressource nécessaire. Donc, si vous ne transférez pas les excédents de trésorerie, il y a un risque réel que vos usagers payent deux fois, une fois pour la constitution de l'excédent côté commune et une fois pour les mêmes travaux au sein de la communauté de communes. Donc, peut-être, c'est un discours à avoir avec la communauté de communes, de transférer l'excédent, mais d'acter que les travaux que vous aviez prévus seront réalisés par celle-ci sur vos territoires concernés, puisque vous aviez ces volets-là. Également aussi, un autre volet, c'est que sur l'eau potable, on peut se dire que tous les usagers sont vos administrés. Par contre, en matière d'assainissement, des personnes qui sont en assainissement collectif ou non collectif pourraient voir d'un mauvais œil que l'excédent qu'ils ont constitué pour le budget annexe pour l'assainissement collectif revienne dans le budget général et vise à financer des éléments pour les personnes qui sont en assainissement non collectif. Donc là, on pourra avoir une réelle difficulté. Voilà, je ferme la parenthèse sur ces excédents, mais c'est un réel sujet et je pense qu'il faut vraiment le traiter parce que, n'oubliez pas, transfert de compétences à la communauté de communes, si on ne transfère pas les excédents, elle part de zéro, donc il faut avoir un petit matelas financier pour le permettre de réaliser certains investissements. Impact sur le personnel, puisque le transfert, impact sur les excédents de trésorerie, mais aussi sur le personnel, et c'est un élément important à regarder et toujours avoir en tête dans le cadre de ces transferts. Ici, la règle, il faut distinguer entre est-ce que vos agents communaux sont affectés en totalité ou en partie aux compétences transférées. Si vous avez un agent affecté en totalité à la compétence eau potable, transférée, là-dessus, on n'a pas de marge de manœuvre. L'agent concerné est transféré automatiquement à la communauté de communes. Donc, votre agent qui intervenait pour la totalité de cette fonction sur le service d'eau potable, demain deviendra un agent communautaire et c'est la communauté de communes qui rémunérera cet agent. L'autre hypothèse est souvent, quand vous êtes commune rurale ou petite commune, vous n'avez pas forcément d'agent dédié à l'exercice de vos compétences au assainissement. Donc, vous avez des agents, votre agent technique qui intervient pour une partie de son temps de travail pour l'exercice de la compétence au assainissement. Dans cette hypothèse-là, le transfert de la compétence, on a trois hypothèses qui peuvent être envisagées. En cas d'agent affecté en partie à la compétence transférée, je reprends mon agent technique communal qui intervient pour 10% de son temps de travail sur l'eau potable. Première option, moi, commune, je décide de ne pas lui proposer le transfert. C'est une possibilité et je décide de le garder dans mes effectifs communaux et je le réaffecte pour cette partie de temps de travail à d'autres missions que l'eau potable. C'est une première option tout à fait possible. Deuxième option, je lui propose le transfert à la communauté de communes, il accepte. Dans cette hypothèse, il est transféré pour la totalité de son temps de travail à la communauté de communes, même s'il faisait que 10% de son temps de travail sur l'eau potable. C'est une hypothèse, à mon sens théorique en droit, mais elle existe, on ne la met jamais en pratique, mais elle existe. Généralement, ce qui se met en œuvre, plus souvent, c'est la troisième hypothèse, où on propose le transfert à l'agent, il refuse, et dans cette hypothèse-là, il est mis à disposition de plein droit, c'est-à-dire sans avoir son accord à obtenir, à la communauté de communes pour la partie de son temps de travail afférent à l'eau potable. Donc, il est mis à disposition pour 10% de son temps de travail à la communauté de communes. Voilà les incidences. Donc, c'est pour ça que dans l'état des lieux de comment est exercée la compétence, il est vraiment important de savoir quels sont les agents qui interviennent et quelle est leur quotité de temps de travail là-dessus. Et pour les agents en partie affectés, on a une réelle discussion à avoir entre communes et communautés de communes
comment on peut mettre en œuvre ce volet-là. Je rappelle également un élément important sur le personnel affecté aux compétences ou assainissement. Je rappelle, parce qu'en pratique, ce n'est pas toujours le cas, je rappelle quand même que l'eau et l'assainissement est un service public industriel et commercial, et donc tous les agents qui sont affectés à la compétence eau et assainissement, normalement doivent être des contractuels de droit privé, à l'exception du directeur et du comptable public, du directeur du service et du comptable public. Donc, quelle incidence? Ça veut dire que la communauté de communes, demain, ne pourrait, ça peut respecter ces règles, recruter que des contractuels de droit privé. Et se pose la question, si vous avez des fonctionnaires affectés aux compétences ou assainissement, je l'évoque parce qu'en pratique, c'est souvent le cas, il peut avoir un sujet de régularisation de la situation. Et comment on peut régulariser la situation, qui est un sujet qui n'est pas simple, mais qui est un réel, je n'ai pas le temps de l'aborder ici, mais qui est une réelle question à se poser et à mettre en œuvre, et qui est réellement importante là-dessus. Autre incidence pour les communes, vous allez devoir clôturer votre budget annexe, si vous en avez un, au assainissement, transférer le cas échéant les excédents, et même si vous faites une convention de délégation, vous allez me dire, on ne va pas clôturer notre budget annexe si on a une convention de délégation de compétences. Si, il faut clôturer votre budget annexe, régler le sujet des excédents, conclure la convention de délégation de compétences et recréer un budget annexe spécifique pour suivre les flux financiers de la convention de délégation de compétences. Voilà rapidement sur les incidences du transfert pour une commune qui n'adhère pas à des syndicats. Rapidement, petit focus sur cette convention de délégation de compétences, puisqu'on a commencé à en parler. Ici, ce qui est important d'avoir en tête, c'est que ces conventions de délégation de compétences ne permettent pas de faire obstacle aux règles liées au transfert de compétences et à toutes les incidences qu'on vient d'évoquer. Donc, en droit, il faut vraiment avoir ce volet-là, c'est vous réglez l'ensemble des incidences du transfert de compétences et ensuite, on règle les incidences de la convention de délégation de compétences, dans le cadre des communes et dans le cadre des syndicats infracommunautaires. C'est la même règle ici qui s'applique. Les conventions de délégation de compétences, elles peuvent être à géométrie variable. Elles ne peuvent concerner qu'une partie de la compétence eau ou qu'une partie de la compétence assainissement. On pourrait envisager une convention de délégation de compétences avec une commune que pour la distribution, la communauté de communes garde la production. De même, on pourrait envisager qu'une partie de l'assainissement qui soit déléguée à une commune, et on peut envisager des choses différentes entre les communes du territoire. On ne pourrait envisager qu'une délégation que d'une partie de l'eau potable, que de la distribution à une commune, la production et la distribution à une autre commune, etc., etc. On est assez souple sur le champ du possible de cette convention de délégation de compétences. Par contre, attention, ces conventions de délégation de compétences, elles impliquent un changement de paradigme. Pourquoi? Parce que les conventions de délégation de compétences, elles sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes. Donc ça veut dire, du fait de cet exercice au nom et pour le compte de la communauté de communes, que c'est la communauté de communes qui doit fixer le tarif. Et évidemment, on peut avoir un échange entre les communes avec les syndicats infracommunautaires, mais c'est la communauté de communes qui doit fixer le tarif. Et là-dessus, les services de l'État sont assez intransigeants. De même, c'est la communauté de communes qui perçoit la redevance. On peut coupler cette convention de délégation de compétences avec une convention de mandat pour permettre à la commune ou au syndicat infracommunautaire de percevoir la redevance au nom et pour le compte de la communauté de communes, mais le produit de la redevance perçue doit être reversé à la communauté de communes. C'est la communauté de communes qui décide des investissements. Donc, s'il y a un emprunt à conclure pour les investissements à réaliser, c'est la communauté de communes qui va le faire. Les communes et les syndicats infracommunautaires ne font que des opérations pour compte de tiers, pour le compte de la communauté de communes. Et c'est la communauté de communes qui va rémunérer quelque part, qui va indemniser les communes et les syndicats infracommunautaires pour les dépenses engagées au titre
de la compétence qui leur est déléguée. Autre élément important, c'est que cette convention de délégation de compétences ne permet pas à elle seule de maintenir une différence objective de tarif. Il faudrait avoir autre chose pour justifier une différence tarifaire. Elle ne permet pas en tant que telle, à l'issue d'une période de lissage tarifaire, de maintenir un tarif spécifique sur le territoire de la commune. À l'inverse des syndicats supracommunautaires qui pourront garder leurs tarifs à terme, sur le périmètre des communes et des syndicats infracommunautaires bénéficiaires d'une convention de délégation, on devra faire un lissage tarifaire parce que ces conventions de délégation ne permettent pas en elles-mêmes de maintenir de manière pérenne une différence tarifaire. Le schéma financier que je vous ai évoqué, il n'est pas de moi, il est des services de l'État, de la direction des finances publiques, qui rappelle bien ce volet financier, c'est bien la communauté de communes qui fixe le tarif, qui perçoit la redevance, qui décide, qui rembourse les frais de fonctionnement engagés par les communes, retracés dans le cadre de leur budget annexe, et qui décide des investissements et procède au remboursement des frais qui seront engagés au titre des investissements pilotés par les communes, mais ces éléments sont inscrits dans les comptes de la communauté de communes. Donc, on a un réel changement de paradigme. Là-dessus, attention, moi, c'est convention de délégation de compétences, mon sentiment, pour en avoir fait plusieurs, pour en avoir conclu plusieurs, c'est un outil qui peut permettre dans certains territoires, dans certaines situations, de maintenir une certaine réalité de certains éléments. Par contre, il implique une réelle complexité de suivi, de pilotage et de mise en œuvre. Et on a un réel changement de paradigme. Le discours du législateur en disant « je ne reviens pas sur le transfert obligatoire des compétences, mais rassurez-vous, j'ai cette convention de délégation de compétences, ça ne va rien vous changer », ce n'est pas vrai. Ça change un réel paradigme et ça a des incidences complexes dans la mise en œuvre. Rapidement sur les deux derniers points, parce que le temps file et si on veut aborder quelques questions, il faut que je me dépêche. Petit rappel, la communauté de communes, lorsqu'elle va prendre la compétence, va devoir réfléchir quel mode de gestion elle va mettre en place pour exercer ses compétences. Là-dessus, il y a toujours deux sujets à définir. Qui est l'autorité compétente et qui exerce la compétence, et ensuite, quel mode de gestion mis en place pour l'exercice de la compétence. C'est-à-dire, qui est l'autorité organisatrice, c'est-à-dire la communauté de communes, ou un syndicat supracommunautaire, ou une commune dans le cadre d'une convention de délégation de compétences, ou un syndicat infracommunautaire dans le cadre d'une convention de délégation de compétences. Ça, c'est qui, quelque part, pilote la compétence. Et ensuite, il y a la question de quel mode de gestion mis en place. Et là, on a plusieurs options dans les modes de gestion. On peut réfléchir à une externalisation, par exemple une délégation de service public, un marché de prestation de services global pour l'ensemble de la compétence au assainissement. La différence entre les deux, c'est le risque. Dans le cas d'une délégation de service public, c'est le délégataire qui assume, qui se rémunère sur l'exploitation du service et assume le risque. Dans le cas d'un marché de prestation de services, le prestataire fait une prestation indépendamment de la bonne exécution et de la bonne modalité d'intervention et vous lui payez un prix. Ça peut être aussi une gestion en régie, notre mode de gestion. Là-dessus, on a une régie autonome, c'est-à-dire avec un conseil d'exploitation et un budget annexe là-dessus, ou une régie personnalisée, c'est-à-dire une personne morale distincte à autonomie financière également, où là on a une personne morale distincte qui va gérer l'eau et ou l'assainissement avec des différences. Je n'ai pas le temps de rentrer là-dedans, mais c'est une vraie question à se poser. C'est vraiment deux choix. Quand on parle de régie, il y a vraiment un choix à faire. Est-ce qu'on est sur une régie autonome, c'est-à-dire qui n'a pas de personnalité morale distincte de la communauté de communes, ou une régie personnalisée? Il y a des avantages et inconvénients dans chaque cas. C'est vraiment une question à expertiser, à se poser comme question. Également, on pourrait envisager une structure tierce, soit généralement une SPL, une société publique locale. Là-dessus, par contre, une société publique locale, il faut être deux. Donc, à minima, il faut envisager la constitution avec soit une autre communauté de communes, soit dans des volets
existant si les communes ont déjà mis en œuvre une SPL. Donc, ce choix de mode de gestion était vraiment un choix expertisé et à définir et potentiellement à mettre en œuvre dans le temps de manière territorialisée, puisque, comme je vous disais, vous êtes parfois lié pour l'existant. Une communauté de communes, sur son territoire, peut-être devra reprendre plusieurs délégations de services publics et sur une autre partie de son territoire, des régies. Et donc, peut-être pendant une période transitoire, elle va avoir une régie sur une partie de son territoire et une délégation de service public sur une autre partie de territoire. Mais je pense qu'il faudra quand même définir quel est le mode de gestion demain. Est-ce qu'on fait une régie unique à terme ou une délégation de service public unique à terme? Ce qui permettra, dans mon exemple, de dire qu'au fur et à mesure de la fin des différents contrats de délégation de service public, on va étendre le périmètre de la régie communautaire. Attention, quand on parle de régie, ça peut être une régie avec des prestations de services. Vous avez une régie qui intervient pour certaines missions et vous avez un prestataire de service sur d'autres missions sur lesquelles la régie n'est pas forcément très forte. Par exemple, en termes de curage, vous allez externaliser le curage et la régie, en matière d'assainissement, assure le reste, par exemple, de l'exploitation, notamment de la steppe. Tout à fait possible. Ça peut être aussi une délégation de service public unique. Là, on n'a pas forcément besoin d'atteindre la fin des différents contrats de DSP pour conclure une DSP unique qui aura un périmètre géographique progressif dans le temps. Dans un premier temps sur un périmètre déterminé, et on intégrera les différentes DSP lorsque celles-ci prendront fin, mais on le prévoit dès le début du contrat, qui permet d'avoir un effet mutualisant dans ce cadre-là. Donc, on a des outils, des choix à faire. Il faut vraiment réfléchir et penser quelle est la meilleure option sur ce volet-là, en sachant qu'une régie nécessite aussi un périmètre efficient pour que celle-ci, notamment, soit pertinente. Enfin, pour finir, petit focus sur le lissage tarifaire. Je vais être très rapide, on aura quand même beaucoup de choses à dire, mais le temps file. Juste pour vous rappeler ici, c'est une question qu'ils nous ont souvent posée, on parle de lissage tarifaire, mais sur quelle durée? La problématique ici, on n'est pas comme en matière, vous savez, de taxes d'enlèvement des ordures ménagères ou de ROM. Lorsque vous fusionnez ou vous transférez une compétence, vous avez la loi qui prévoit la période d'harmonisation du tarif et qui est défini un lissage tarifaire. En matière d'eau et d'assainissement et de redevance, on n'a pas de telles dispositions législatives. Et donc ici, la règle à retenir, c'est le principe d'égalité des usagers devant le service public. Et donc, ça veut dire qu'à même niveau de service, on doit avoir le même tarif appliqué aux différents usagers. Toutefois, là-dessus, comme vous le savez, on peut, si on arrive à matérialiser une différence objective de situation entre différents usagers, on peut avoir une différence tarifaire. Ça peut être le cas, par exemple, si vous avez des problématiques d'exploitation différentes. Je cite un arrêt, c'est l'arrêt de Narbonne-Liberté de 96 du Conseil d'État, où vous avez une zone touristique et une zone non touristique. Le Conseil d'État considère qu'on peut avoir une tarification spécifique sur la zone touristique différente de la zone non touristique parce qu'on a des coûts d'exploitation différents sur ce territoire du fait de la saisonnalité du territoire. Également, le Conseil d'État est venu préciser ce volet-là et notamment à considérer également qu'on peut avoir une différence tarifaire, on a une différence objective de situation qui justifie une différence tarifaire en matière de réseau d'assainissement en fonction du niveau d'amortissement, des niveaux des travaux réalisés. Dans l'exemple, la décision du Conseil d'État de 2021, vous aviez 5 communes qui étaient déjà raccordées au réseau d'assainissement, à la STEP, et d'autres communes qui se sont raccordées ultérieurement et donc pour lesquelles on a dû faire des travaux d'investissement pour les raccorder au réseau. Et dans ce cas de figure-là, on avait un tarif spécifique sur le territoire de ces 5 communes qui n'intégraient pas les coûts d'investissement pour assurer pour les autres communes et un autre tarif sur ces communes-là qui intégraient ces coûts d'investissement. Le Conseil d'État nous a dit que on avait une différence objective de situation qui justifiait cette différence tarifaire.
attention, voilà, il faut quand même bien regarder les choses pour procéder à ces différents objectifs. Enfin, un dernier exemple, hein, c'est la commune des Ors, où pareil, vous aviez le bourg historique de la commune et la station touristique, hein, la station de ski pour lesquelles vous aviez une saisonnalité assez importante, c'est-à-dire que pendant les saisons d'hiver, vous aviez un volume de touristes important qui impliquait des travaux d'investissement forts et notamment des coûts d'exploitation plus importants. Le Conseil d'État a admis qu'on pouvait avoir des tarifs différents dans ce volet-là. Donc tout ça pour vous dire que si on arrive à déterminer une différence objective de situation, on peut avoir une différence tarifaire. Et donc, dans le cadre du transfert de compétences, la communauté de communes va récupérer un certain nombre de réseaux qui sont dans des niveaux d'investissement, dans des différences objectives qui permettent, pendant une période déterminée, d'avoir des différences tarifaires qu'on va pouvoir lisser dans le temps, mais dans un certain temps. La question, quel délai, jusqu'à quand on peut déterminer, justifier ce lissage tarifaire. Là-dessus, ça sera une appréciation au cas par cas dans le juge, et c'est surtout une analyse au cas par cas de votre situation, où est-ce que vous en êtes par rapport à vos tarifs, les différences tarifaires, l'état de vos réseaux, etc. etc. C'est une analyse au cas par cas pour permettre de justifier cette différence-là. Personnellement, je pense qu'un lissage au-delà de 10 ans présente des risques, mais il faut voir au cas par cas qu'est-ce qui peut être envisagé, qu'est-ce qui peut être justifié. Et ce qui est important, c'est en début de transfert d'avoir une délibération qui vient fixer et prévoir la règle du jeu, de dire pourquoi on fait ce lissage sur telle durée et l'expliquer pour être en capacité demain, en cas de contestation, d'avoir une histoire à raconter au juge. Et puis, j'ai envie de dire, on a un risque qui peut être identifié. Quel est le risque? C'est que demain, un usager puisse venir remettre en cause votre tarification d'eau et ou d'assainissement en invoquant la méconnaissance de ce principe d'égalité devant le service public. Et ça peut être un risque qu'on peut assumer et se dire qu'on corrigera le tir en cas de contestation, le cas échéant. Voilà. Donc là-dessus, attention, donc il y a nécessairement ce lissage tarifaire à envisager sur le périmètre d'exercice par la communauté de communes. 2 éléments de précision, les syndicats supracommunautaires justifient une différence tarifaire, de même que les délégations de services publics en cours permettent de justifier pendant la durée restante des délégations de services publics une différence tarifaire. Par contre, à la fin de la convention de BSP, là, elle ne le justifie plus, il faudra attendre ce volet-là. De même, j'insiste, la convention de délégation de compétences ne permet pas de justifier en tant que telle une différence tarifaire. Il faudra matérialiser une différence objective de situation pour le justifier. Enfin, dernière précision, et après je m'arrête et on prend vos questions. Vous avez la possibilité pendant cette période de lissage tarifaire, la possibilité pour le budget général de venir alimenter pour quelque part atténuer les effets du lissage sur les usagers. Donc, ça pourrait être soit le budget général de la communauté de communes qui vient alimenter et assumer, réduire, intervenir sur ce lissage, mais ça pourrait être aussi les communes, membres de la communauté de communes, qui peut-être n'ont pas fait d'investissement pendant un délai très important. On a des gros investissements à réaliser qui impliqueraient un lissage, peut-être une marche un peu plus importante sur leur territoire. Et peut-être que ces communes pourraient, en cas de versement de fonds de concours, le cas échéant, participer au financement. Voilà, là-dessus, ce volet de financement du service, le lissage et autres, c'est une réelle question aussi qu'il faut aborder. J'ai posé quelques pistes, mais c'est une réelle question en tant que telle. Et je m'arrête là pour prendre certaines de vos questions, même si je débordais un petit peu du temps imparti. Merci beaucoup, Simon, d'avoir représenté le cabinet Allati sur cette question qui, effectivement, mériterait bien plus qu'une heure et quart de temps. Nous avons beaucoup de questions, on ne va peut-être pas pouvoir toutes les poser, mais peut-être une question donc, assez générale qui a été posée au début de votre intervention. Quelles sont les modalités concrètes, entre guillemets, d'organisation du débat entre le président de l'intercommunalité et les maires? Et est-ce qu'il y a une formalisation existante de ce débat?
Le texte est assez vague là-dessus et il précise que l'on peut avoir une convention. À l'issue de ce débat, on peut conclure une convention qui vient quelque part acter les termes de ce débat entre le maire et les communes membres. Moi, je pense que ce qui peut être pertinent, c'est d'avoir une délibération du conseil communautaire qui peut préciser les modalités de déroulement et d'organisation de ce débat entre le président et les maires des communes membres qui viennent rappeler un peu voilà, la règle, les éléments, les sujets qui seront abordés, etc. etc. Mais on n'a pas besoin potentiellement, ce n'est pas une obligation légale. Ce qui est important à mon sens, c'est d'avoir à minima, à l'issue de ce débat, une formalisation de celui-ci pour acter une sorte de procès verbal du contenu de ce débat et dans l'idéal, une convention, moi, je pense, qui viendrait reprendre une convention conclue entre la communauté et chacune des communes, qui vient rappeler dans un préambule les éléments du débat, quitte à annexer le procès verbal à celle-ci et prévoir ce qui a été décidé dans le cadre de ce débat en termes de tarification, en termes d'investissement et en termes potentiellement de convention de délégation de compétences. Merci. On a eu également plusieurs questions sur les modalités de transfert du personnel, en se posant la question des préfectures et de leur rôle par rapport à ces transferts. Une réflexion, certaines préfectures laisseraient entendre que si une délégation de compétences devait intervenir rapidement après le transfert de compétences, il fallait se poser la question du transfert du personnel et quel est le degré de risque à maintenir un personnel communal dédié à 100% à ses compétences, au moins dans un premier temps. Il y a deux sujets. Il faut les syndicats infracommunautaires des communes. Pour les syndicats infracommunautaires, comme je disais, ils gardent leur personnel, il n'y a pas de débat. Par contre, pour les communes, vous avez normalement, l'orthodoxie juridique implique qu'on règle les incidences du transfert et ensuite on règle les incidences de la convention de délégation. Donc, ça veut dire que le personnel affecté à 100% doit être transféré à la communauté de communes, il devient un agent communautaire et ensuite la communauté de communes, quelque part, redélègue et réaffecte, remet à disposition l'agent de la commune. En pratique, cette matérialisation peut avoir un effet nul sur l'agent qui restera au sein de la commune et c'est juste un changement de charge de responsabilité afférente. Personnellement, je pense qu'il faut régler ce sujet-là de la sorte. Pourquoi? Parce que si demain, je mets fin à la convention de délégation de compétences, quid du sort des agents? Les textes ne prévoient plus la possibilité de retransférer l'agent à la communauté de communes. Alors que si on l'a matérialisé, on a transféré l'agent, il devient un agent communautaire que l'on remet à disposition. Dans ce cadre-là, demain, je mets fin à la convention de délégation, l'agent revient matériellement à la communauté de communes. Donc, en droit, à mon sens, je pense qu'il faut formaliser ce transfert et cette délégation, même si en pratique, ce n'aura pas d'impact pour l'agent qui restera au sein de la commune. L'impact sera que c'est la communauté de communes qui aura la charge, la responsabilité de la rémunération de l'agent, et notamment si demain, je mets fin à la convention de délégation. Côté commune, voilà, ça peut avoir certaines incidences. Donc, personnellement, je ne suivrai pas ce conseil, et en tout cas, moi, ce n'est pas le conseil que je donne dans la collectivité que j'accompagne là-dessus. Je pourrais que conseiller de formaliser ce transfert et de refaire cette convention de délégation. Entendu. Merci beaucoup. Une question par rapport à l'état actuel de la réglementation d'un syndicat intracommunautaire. Un syndicat qui serait compétent à ce jour pour la production d'eau potable, dont les statuts prévoient la possibilité d'élargir cette compétence et donc qui procéderait à cette extension à la distribution d'eau potable et à l'assainissement. Je sais que c'est un sujet que vous avez abordé, mais du coup, la personne qui nous pose cette question se pose la question du risque de se voir dissous en 2026, même si les membres du conseil communautaire s'y opposaient.
au motif qu'il ne remplirait pas les conditions pour être maintenu finalement. Là-dessus, pour répondre précisément, ce n'est pas parce qu'un syndicat infracommunautaire va se doter d'une compétence assainissement supplémentaire qu'il sort des règles que je vous évoquais des syndicats infracommunautaires avec le risque d'être dissous si jamais la communauté de communes ne lui redélègue pas la compétence. La seule hypothèse pour un syndicat infracommunautaire de ne plus être dans ce risque-là, c'est d'étendre son périmètre à des communes extérieures à la communauté de communes pour être à cheval sur le périmètre de plusieurs EPCI. C'est la seule hypothèse qui permet de sécuriser et d'éviter tout risque de dissolution. Donc, dans cette hypothèse-là, si je comprends bien, le syndicat infracommunautaire compétent en matière d'eau, qui se doterait d'une compétence assainissement, ce qui est possible dans ce cadre-là, mais qui resterait infracommunautaire, demain, il y aura toujours le choix, soit il est maintenu dans le cadre d'une convention de délégation de compétences, et il faudra l'accord du conseil communautaire, soit le conseil communautaire ne veut pas que ce syndicat soit maintenu et il sera dissous de plein droit. Ça ne permet pas de le sécuriser dans ce cadre-là. Et de même, si on va un petit peu plus loin, si ce syndicat infracommunautaire se doterait d'une compétence assainissement qui irait pour une commune extra de son territoire, donc qui serait supracommunautaire sur l'assainissement mais infracommunautaire sur l'eau potable, le risque, si la communauté de communes ne veut pas lui conférer une convention de délégation sur l'eau potable, il perdrait cette compétence eau potable et il ne serait maintenu que pour l'assainissement. Voilà, vous répondez ainsi à une autre question qui nous avait été posée à ce sujet. Et puis, écoutez, pour terminer, on peut peut-être prendre cette dernière question d'une personne qui nous demande qu'en est-il du foncier, c'est-à-dire par exemple le terrain où se trouve le captage. L'entretien de ce terrain sera-t-il à la charge de la communauté de communes ou de la commune dans laquelle il se situe? Il faut identifier quelle est l'étendue de la mise à disposition du bien. Généralement, le terrain d'assiette du captage, vous savez, avec le terrain d'assiette du captage, est mis à disposition, fait partie de la mise à disposition de plein droit de la communauté de communes. Donc, dans cette hypothèse-là, si le terrain d'assiette du captage est mis à disposition avec l'unité de captage, généralement c'est ce qui est le cas, c'est à la communauté de communes d'assumer la charge de l'entretien du terrain d'assiette et d'assurer le fauchage ou ce volet-là. Donc, ça dépend de l'étendue de la convention de mise à disposition. Mais par mon sens, nécessairement, le terrain d'assiette du captage est inclus dans la mise à disposition pour permettre à la communauté de communes de se rendre sur le captage, d'assurer son entretien, etc., etc. Que ça fait partie d'une mise à disposition, de le périmètre de la mise à disposition, mais s'il est mis à disposition, la charge de l'entretien appartient à la communauté de communes et non plus à la commune. C'est entendu. Maître Ray, je vous remercie encore infiniment pour cette intervention, pour avoir répondu à toutes ces questions. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire organisé par le département formation de la Gazette des communes. Au cabinet Aldaltis de collaborer régulièrement avec nous sur tous ces sujets, de pouvoir vous informer de la manière la plus précise possible. À très bientôt pour un nouveau webinaire. Bon appétit à tous et encore merci, Maître Ray. À bientôt. Merci. Au revoir. Très bonne fin de journée à tous. Au plaisir. Au revoir. Au revoir.